Et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de yoandev.co. Et aujourd'hui, on est, ça y est, dans le 5e épisode de notre série de vidéos où on suit un projet Symfony de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de l'expression des besoins jusqu'à la mise en production. Et donc, eh bien, on a déjà fait 4 épisodes sur le sujet, sur ce projet. Et on va continuer aujourd'hui sur notre projet. Alors, évidemment, si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, je vous mettrai en haut, dans une petite fiche, un lien vers la playlist avec tous les épisodes. Comme ça, vous pouvez bien comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Et avant de débuter, bien évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez le faire maintenant. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Et puis, si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, eh bien, abonnez-vous et activez les cloches de notification. Comme ça, vous savez que le samedi matin, à 9 h, avec le petit café, vous avez un épisode qui vous attend tranquillement dans votre abonnement, dans vos abonnements YouTube. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et on va regarder notre fameux tableau de bord, puisque c'est lui qui nous guide semaine après semaine, jour après jour, dans les différentes tâches que l'on doit accomplir. Et la dernière fois, on avait dit que on souhaitait qu'au sprint suivant, donc le sprint suivant, c'est aujourd'hui, il va durer le temps de la vidéo, c'est des mini-sprints. Et aujourd'hui, on doit faire quoi? On doit mettre en place des fixtures, on doit mettre en place la fonctionnalité qui permet de consulter les dernières peintures, ça sera sur la page d'accueil, et de consulter les dernières actualités du visiteur. Et ça tombe bien, parce que rappelez-vous ce qu'on en a fait la semaine dernière. On avait mis en place, hop, je rafraîchis, ce template de page d'accueil avec, on avait mis en place le menu, cette grande image ici qui fait office d'accueil avec un petit bouton qui pour le moment ne mène nulle part. Et puis on avait, rappelez-vous, les dernières peintures qui s'affichaient dans ces espèces de petites cartes. Donc là, il y en a 2 dans la maquette qu'on avait préparée la semaine dernière. Et 3 actualités. Donc ce que j'ai fait dans l'intervalle, c'est que j'ai contacté le client pour lui présenter ce travail. L'idée, c'est d'éviter l'effet tunnel, c'est-à-dire on prend la demande du client, on se met des ornières, on reste comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on fait notre travail et à la fin, on lui présente le travail. Le problème de cette approche, c'est que si ça ne lui plaît pas, eh bien on a perdu du temps. Donc autant tout de suite, dès que possible, on lui dit, écoute, voilà, j'ai préparé ça, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi un retour tout de suite. Donc on a eu une petite réunion comme ça qui a duré à peu près 1 heure, où on a pu échanger sur ce qui a été fait, sur repréciser un certain nombre de besoins. Et par exemple, alors il est OK sur tout ce qu'on a fait la dernière fois sur la page. La seule petite chose, c'est que lui, par exemple, sur les réalisations, il souhaite qu'il y en ait 3 et pas 2. Donc c'est tout bête, mais au moins comme ça, on sait qu'il faut qu'on prépare un affichage qui proposera les 3 dernières réalisations et les 3 derniers articles. Donc c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Et ce que l'on va faire, c'est que jusqu'à présent, pour le moment, là, c'est des données statiques qui sont présentées. Donc on va faire en sorte que ces données soient dynamiques. C'est tout l'intérêt de la chose. Donc on va aller piocher dans la base de données les différentes publications. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de données dans notre base de données. On n'a pas encore mis en place l'interface d'administration. Donc aujourd'hui, on n'a pas de données. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer des fausses données qu'on va pouvoir insérer dans notre base de données et qu'on va pouvoir utiliser tout le long du développement parce que ça sera très pratique. Allez, on va passer en plein écran et on va commencer aujourd'hui à travailler sur les fameuses fixtures. Alors, on va retourner dans notre code qui est ici. Hop, l'éditeur, il est où? Il est là, mon éditeur. Donc là, on retrouve le code tel qu'on l'avait laissé la dernière fois. Et comme d'habitude, la première chose que l'on va se faire, c'est se créer une petite branche dans laquelle on va faire notre travail de création de fixtures. Donc on va faire créer une branche, on va l'appeler feature/fixtures, parfait. Et on va publier la branche tout de suite, comme ça elle sera présente sur notre dépôt distant, hop, sur GitLab, et c'est parfait. Donc, pour faire des fixtures, il faut qu'on installe évidemment un petit composant, hop, Symfony, pour nous permettre d'installer des fixtures. Donc là, c'est simple, on fait Symfony Fixtures, hop, comme ça, parce qu'on ne le connaît pas par cœur, enfin moi je ne me rappelle pas les choses par cœur, mais ça tombe bien, vous voyez, sur la documentation de Symfony, on a la petite commande qui va bien pour installer le composant orm-fixtures. Donc on bascule dans notre ligne de commande et on colle la commande.
Donc comme vous le voyez, hein, d'ailleurs, cette bibliothèque ne sera accessible qu'en mode dev, puisque c'est quelque chose dont on n'a pas besoin lorsque l'on est en mode production, hein. C'est vraiment pendant la phase de développement. Parfait. Donc là, on a installé les fixtures. Maintenant, qu'est-ce que l'on va vouloir faire? On va vouloir écrire les fameuses fixtures. Et en ayant installé le bundle, dans le répertoire SRC, il y a un nouveau répertoire qui a fait son apparition et qui est Data Fixtures, avec un fichier qui s'appelle App Fixtures, et c'est dans ce fichier-là que l'on va travailler. Donc la première chose qu'on va vouloir se faire, c'est se créer un utilisateur de type peintre, puisque évidemment, hein, on a dit que c'était une application, enfin en tout cas un site web qui est dédié à un peintre, donc c'est quand même peut-être une bonne idée, on va dire, de créer notre utilisateur. Ce dont on va avoir besoin, c'est que pour créer l'utilisateur, il va falloir qu'on lui donne un nom, un prénom, un numéro de téléphone et tout un tas d'informations. Donc on pourrait les saisir manuellement dans nos fixtures en disant, je ne sais pas, prénom Jean, nom de famille lambda ou John Doe, ce que vous voulez, on pourrait faire ça à la main. Mais on va faire quelque chose d'un petit peu plus sympa, on va utiliser une petite extension, une petite librairie sympa qui s'appelle PHP Faker, que vous trouvez ici. Alors attention, jusqu'à présent, je pense que pas mal de gens connaissaient celle de Fzaninoto/Faker, mais celle-ci est mise en archive, donc elle ne va plus évoluer, mais il y a une nouvelle qui a pris le relais, qui est Faker PHP/Faker. Et cette petite librairie va nous permettre de générer des fausses données. Et donc ça, c'est super, parce que c'est exactement ce dont on a besoin. Donc on va installer aussi cette petite dépendance. Hop, donc ce qu'on va faire, on va se le mettre dans la ligne de commande. Par contre, on va essayer de mettre --dev, histoire que, hop, ça soit également que disponible en dev. On n'a pas besoin de ça en production. Donc, composer require, faker php/faker-dev. Et on lance l'installation, c'est parfait. Une fois que c'est installé, il va falloir qu'on utilise Faker au sein de notre application. Donc on va aller sur le dépôt GitHub de la librairie pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Ils nous disent quoi? Simplement, on doit faire un Faker et ici on fait un factory.create. Donc on va se faire ça tout de suite. On va pas attendre. On va dans notre éditeur de code. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un use pour ici pouvoir utiliser la librairie. Donc un petit use faker /factory, parfait. Et ensuite, on va pouvoir faire, hop, je vais faire le petit copier-coller qui va bien. On va le mettre dans la fonction load. Et donc, vous voyez, hop, ça on peut le virer. Donc on va initier entre guillemets la création d'une instance faker avec factory::create et avec la petite option qui est fournie qui nous permet d'utiliser une localisation. Donc vous voyez, dans la signature de la fonction create, on peut lui dire la locale qu'on veut utiliser. Donc nous on lui précise bien qu'on veut générer des données qui seront formatées entre guillemets au niveau français. Donc on aura des prénoms qui ressemblent à des prénoms français, des noms de rues qui ressembleront à des noms de rues français, etc. etc. Parfait. Donc, première donnée qu'on voulait créer, c'est un utilisateur. Donc, on va se faire ça tout de suite. Je vais vous copier-coller un bout de code et on va venir l'expliquer. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On se crée un user. Hop, on importe la classe. Évidemment, ici, app_entity_user. Donc, on crée un nouvel utilisateur auquel on va setter un email. Alors, on aurait pu utiliser un email généré par Faker, sauf que comme on va vouloir plus tard éventuellement se connecter avec ce compte, là, délibérément, j'utilise un email que je mets en dur. Comme ça, je pourrai l'utiliser ultérieurement. Ensuite, grâce à Faker, on va chercher un prénom, un nom, un numéro de téléphone. Dans le à propos, je génère du texte. Et dans Instagram, pour le moment, on met Instagram. Peut-être que Faker peut nous générer des faux comptes Instagram. Je ne vais pas regarder, mais peu importe. Et après, on a besoin pour notre utilisateur d'un mot de passe. Et là, il va falloir qu'on fasse fonctionner le cryptage du mot de passe. Donc pour ça, on va utiliser le encode password. Mais là, vous allez me dire, ça ne va pas fonctionner puisqu'il faut qu'au préalable, on utilise dans notre constructeur, on aille chercher le petit
User Password Encoder Interface. C'est ce qui permet d'encoder les mots de passe. Donc là, simplement, qu'est-ce que l'on fait? On dit que dans Encoder, this Encoder, on aura accès à User Password Encoder Interface. Et là, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, simplement, on lui dit le password, qu'est-ce que c'est? C'est ce mot de passe-là, password, le mot password, qui est associé à cet utilisateur, et on va l'encoder, on va le crypter, et c'est ce mot de passe crypté que l'on va stocker dans la base de données. Donc là, c'est simplement pour ne pas stocker le mot de passe en clair en base de données. Donc on reproduit ce qu'aurait fait par exemple Symfony si on avait utilisé Symfony pour générer un formulaire d'enregistrement. Donc on utilise ce mécanisme-là. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On dit au manager, eh bien tu me persistes l'utilisateur et on flush pour vraiment insérer les données en base de données. Donc là, logiquement, si on joue cette fixtures, ça va venir écrire dans notre base de données. Bien écoutez, je vous propose qu'on essaye tout de suite d'utiliser ça. Donc la commande, voilà, je vais la chercher dans mon historique. La commande pour jouer des fixtures, c'est Symfony console doctrine.fixtures.load. Si je fais entrer, il va me demander est-ce que je veux vraiment continuer puisque ça va effacer tout ce qu'il y a dans la base de données. Bon, on va répondre yes. Et là, il purge la base de données et il insère les données dans la base de données. Parfait. Bon, alors maintenant, ce qui serait bien, c'est d'aller checker notre base de données, voir si on a vraiment inséré les données. Donc pour ça, rappelez-vous, nous, dans notre contexte de développement, on a dockerisé la base de données. Donc pour ça, on va devoir se connecter à l'intérieur du conteneur. Donc moi, personnellement, j'utilise une extension dans Visual Studio Code, l'extension Docker, qui permet de facilement voir les conteneurs qui tournent sur votre machine. Donc moi, c'est exactement ce que je vais faire ici. Hop, je baisse toutes les autres options. Donc là, il y a tout un tas de choses qui ne nous concernent pas aujourd'hui. Hop, et nous, on est où? On est là. Non, non plus. Où est-ce qu'on se cache? Où est-ce qu'on se cache? Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui tournent sur ma machine. Alors, où sommes-nous? Est-ce que j'ai démarré les conteneurs? Oui, logiquement, je les ai démarrés. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Hop, voilà, c'est là. Vidéo Antoine Bernabeu. Vous avez vu qu'il y a pas mal de monde sur ma machine, mais c'est pas gênant. Donc, on a deux conteneurs qui tournent, qui sont liés à ce projet. On a MySQL, c'est ce qui va nous intéresser tout de suite. Et puis, on a un mail catcher qui nous intéressera bien plus tard dans le projet. Et grâce à cette extension, ce qui est pratique, c'est qu'il suffit de faire un clic droit dessus et de faire Attache Shell. Et automatiquement, je me retrouve ici dans la ligne de commande à l'intérieur du conteneur. Donc là, eh bien, je suis connecté dans le shell du serveur, enfin du conteneur qui fait fonctionner la base de données. Donc là, on va s'y connecter, on va faire MySQL-P pour qu'il nous propose d'utiliser un mot de passe. Alors le mot de passe de la base, eh bien, c'est simple, on va regarder dans le Docker Compose, c'est le mot password. Donc on va pouvoir se connecter avec password. Et là, je suis connecté en ligne de commande à la base de données MySQL. Maintenant, je veux utiliser la base de données qui s'appelait main. Je me connecte sur main, rappelez-vous, dans le Docker Compose, ça s'appelait main, donc c'est le nom de la base de données. Et maintenant, je peux tout à fait faire mes petites requêtes MySQL. Et donc là, on voulait voir s'il y a un utilisateur, donc on va faire un select. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Email, nom et prénom. Donc on va vouloir qu'il nous affiche les emails, les noms, les prénoms, from la base user. Et hop, on voit qu'il nous a bien créé effectivement un utilisateur avec user@test.com et puis le nom Noël, le prénom Inès ou quelque chose comme ça. Bon, je pense qu'il y a un petit problème d'affichage parce qu'il y a des accents, mais on voit bien qu'il a créé les choses en base de données. Donc c'est parfait. Super. On peut passer à la suite de nos fausses données entre guillemets. On va vouloir, maintenant on a des utilisateurs, très bien, on va vouloir se créer des faux articles. Ou peut-être même, avant de faire les articles, peut-être qu'on pourrait se faire des fausses peintures. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va se faire les articles, peu importe. C'est pareil, il n'y a pas de souci. Donc, ce que l'on va se faire, on fait, hop, dans ici, public function load, on va rajouter du code pour créer des faux articles. Donc, je vais le faire tout de suite. Je vais vous copier-coller, hop, le bout de code qui va bien. Tac. Qu'on met après les utilisateurs.
Et on va importer BlockPost. Voilà. Et je vais commenter le bout de code que je viens d'ajouter. Qu'est-ce que fait ce bout de code? Il fait une petite boucle et il va la boucler 10 fois. Comme ça, on va créer 10 faux articles. Donc, ça sera bien pour manipuler un peu. On aura comme ça 10 faux articles. Je crée un nouveau blog post. Je lui donne un titre qui sera généré par Faker. Je lui donne une fausse date de création, du faux contenu, un faux slug. Et on persiste. Et à la fin, on flush. Donc, on va tout de suite essayer de générer ces fausses données avec la même commande que tout à l'heure. On va lui répondre yes. Et il nous dit quoi? Tac, tac, tac. User ID cannot be null. Alors, évidemment, il faut on a oublié de lui dire set user. Et là, on va lui passer le user. Ça tombe bien, hein. On l'a créé juste avant ici. Donc, c'est parfait. On enregistre et on rejoue ça. Et ça devrait, cette fois-ci, bien se passer. Parfait. Alors, on va aller vérifier ça en base de données, hein. On ne va pas se gêner. Donc, on va faire un select. Qu'est-ce qu'on va vouloir demander pour vérifier? Bon, on va regarder le titre, le slug. Hop, pardon. Le titre, le slug. Qu'est-ce qu'on va vouloir regarder encore? Created at, la date par exemple. Parfait. Et puis, ça, c'est bien suffisant. Et la base, c'est from blog post. Point virgule. Pour la fin de la commande. Et on lance. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, il nous a bien créé 10 entrées dans notre table blog post avec des titres, là le slug et la date de création. Donc tout a bien été généré par les fixtures donc, et par Faker aussi. Donc parfait, on peut continuer. Maintenant, on va vouloir se créer des peintures. Mais rappelez-vous, la petite subtilité des peintures, c'est que les peintures sont classées par catégorie. Donc il va falloir que l'on crée d'abord des catégories et ensuite des peintures à qui on va associer telle ou telle catégorie. Donc là, je vais vous copier un petit bout de code que je vais commenter ensemble, hein. Le but du jeu, c'est pas forcément de coder tout de A à Z devant vous. Ça serait beaucoup trop lourd. Ce qui est intéressant, c'est la démarche. Donc je vais juste importer catégorie et importer peinture. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on fait? On fait d'abord une première boucle où on va boucler 5 fois et on va créer des catégories. Parfait. On lui dit quel est son nom, sa description, son slug, on persiste. Jusque-là, rien de compliqué. Et à l'intérieur de la boucle des catégories, on va encore boucler à l'intérieur. Donc on a une boucle dans une boucle. Et dans cette boucle, on va créer à chaque fois 2 peintures par catégorie. De cette façon, vu qu'on a 5 catégories et 2 peintures par catégorie, on aura donc 10 peintures à la fin. Et ensuite, ce que l'on fait, bien pour la peinture, on lui donne un nom, on génère une valeur aléatoire pour la largeur, la hauteur. Pareil pour en vente, grâce à Faker, il va choisir de façon aléatoire est-ce que c'est true ou false. Et on fait comme ça pour toutes les données, les dates de réalisation, la description. Pareil pour portfolio, on lui dit tu choisis si, de façon aléatoire si oui ou non ça doit apparaître dans le portfolio. On lui met un slug. Pour le moment, pour la partie file, donc ça c'est le chemin vers l'image. Pour le moment, on lui met en dur le chemin vers une image, celle qu'on avait stockée physiquement dans le répertoire public IMG. Ici, on avait stocké l'image placeholder. Donc, on va garder ce truc-là, parce qu'en fait, nous, on ne va pas uploader dans les fixtures, on ne va pas uploader des images, on va utiliser toujours la même. Mais vous verrez que plus tard, on viendra améliorer ça. On lui rajoute la catégorie qu'on a créée précédemment, un prix, et on lui attribue évidemment l'utilisateur, et on persiste comme d'habitude, et on flush à la fin. Donc là, bien, vous connaissez maintenant un petit peu le principe. On va aller jouer ces fixtures-là, on répond yes, et on va aller vérifier dans la base de données que ça a bien fonctionné. Donc cette fois-ci, on va se faire un petit select. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder dans la peinture? On va pouvoir regarder le nom, le slug, et qu'est-ce qu'on va regarder encore? Et le chemin vers le fichier, par exemple. Ensuite, on lui dit, slug, et on a dit file, from, et c'était la table peinture. Hop, on va essayer d'afficher ça mieux. Et ben voilà, bon, il y a un petit problème d'affichage. Alors attendez, on va essayer de rendre ça plus sympa. On va enlever le chemin, on n'en a pas besoin, hein. L'idée, c'est juste de vérifier que tout fonctionne. Hop, qu'est-ce que ça me fait là? C'est tout bizarre. Hop. Alors, from.
comprends pas bien comment ça marche cette affaire. C'est pas grave, from peinture. Voilà. Donc on voit bien que ça nous a créé 10 peintures avec des fichiers, donc ça c'est parfait, on est nickel. Donc au niveau des fixtures, pour le moment on a terminé. Alors évidemment on va en créer d'autres ultérieurement pour la partie commentaires, etc., etc. Donc ce que je vous propose de faire comme d'habitude, c'est qu'on fasse un petit commit et une merge request puisqu'on a fini cette partie-là. Donc ce que l'on va faire, c'est comme on a généré du fichier PHP, on va s'assurer qu'on ait respecté un certain nombre de bonnes pratiques, notamment avec PHP-CS. Donc moi j'utilise le petit PHP-CS fixer qui va me dire si j'ai fait des erreurs de respect de règles. A priori non, donc on est pas mal, on ne devrait pas avoir de problème dans la pipeline. Bon, peut-être qu'il y en aura, auquel cas on viendra modifier manuellement. Parfait. Donc on va se faire un petit commit ici, on va dire ajout de fixture, peinture et qu'est-ce qu'on a mis, et blog post et catégorie plus catégorie. Parfait. Et on envoie le commit en faisant un petit push, et puis ensuite on va aller voir sur GitLab pour pouvoir faire la merge request dans quelques secondes, le temps que la pipeline s'exécute. Allez, j'avais mis la pause quelques instants, histoire que la pipeline avance un petit peu. Donc on va aller voir ça dans notre fameux GitLab. Hop, le projet, il est là. Et on va aller voir tout de suite la pipeline qui a dû commencer à s'exécuter, voire qui n'a pas terminé. Mais c'est en train d'avancer dans les différents tests. Voilà, donc on peut aller regarder ici ce qui se passe. Alors, pendant que ça s'exécute, on peut regarder un petit peu ce qui se passe dans Trello. Donc ça, ça c'est fait. On va le mettre dans terminé. Et puis là, on va s'occuper de ça juste après. Donc on va le glisser dans le cours. Donc là, dès que ça va être terminé dans notre pipeline, on va pouvoir se faire une petite merge request. Donc rappelez-vous, l'objectif ensuite, c'est de rendre cette page dynamique. Aujourd'hui, on va s'occuper de la page d'accueil. Et puis je pense que les fois prochaines, on s'occupera de la vraie page réalisation et actualité. Mais aujourd'hui, on va encore se focaliser sur cette fameuse page d'accueil pour la rendre dynamique. Allez, la pipeline en est où ? On attend qu'elle s'exécute. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pause. Et dès que la pipeline est terminée, je relance. Promis, il n'y a aucun montage. Promis, promis, promis. Regardez. Avec la tête que je vous fais, vous êtes obligé de me croire, je ne fais pas de montage, je vais simplement mettre la pause. Et dès que la pipeline est terminée, je vous reviens. Et voilà, donc ça a pris quelques secondes. Et la dernière étape de notre pipeline d'intégration continue a fini son exercice. Et notre pipeline est réussi, donc on peut faire une merge request pour dire qu'on a terminé cette première phase, on va dire, d'utilisation des fixtures. Donc on va faire new merge request. On choisit la branche Fixtures qu'on envoie dans Master. Ici, on va documenter légèrement ce qu'on a fait. Donc, on a marqué ajout fixture. On va marquer pas ajout, on va marquer comme ça. Fixture peintre, enfin user. Voilà. On a fait fixture peinture. Peinture. On a fait la fixture catégorie. Et on a fait quoi? La fixture blog post. Voilà. Allez, je vous repasse en plein écran. Hop. Je m'assigne la merge request et on la soumet. Bon, on va l'approuver comme d'habitude. On est seul sur le projet, donc on ne se prend pas la tête et on va merger tout de suite. Et on est tranquille parce que notre pipeline d'intégration a bien fonctionné. Donc maintenant, sur notre projet, nous n'avons plus qu'une seule branche, la branche master. Il faut donc que l'on fasse le nettoyage entre guillemets localement. Donc on va ici changer de branche, git checkout master pour rebasculer sur la branche master. Hop, je nettoie un peu ma ligne de commande. On va faire un git pull. Hop, et je vais zoomer. Hop, un petit git pull pour récupérer la dernière version de master avec les modifs qu'on vient de faire finalement. Super. Et ensuite, on va faire un petit git branche-d. Branche-d pour supprimer la branche fixture qui ne sert plus à rien. Et comme ça, on est propre. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à ces deux petites cartes. On va commencer par les peintures et ensuite, on fera les actualités. Mais vous allez voir que ça va être très très simple puisqu'on a déjà tout préparé le travail la dernière fois. Donc c'est parfait.
Allez, on va se créer une petite branche qui va bien pour ce que l'on va faire maintenant, hein. C'est maintenant une habitude. Branche, créer une branche, on va l'appeler feature et on va l'appeler dernière peinture et article. Donc dernière, hop, on va appeler dernier comme ça, dernière peinture avec un S peut-être et article avec un S. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Et on va, comme d'habitude, publier notre branche sur le dépôt distant. Comme ça, au moins, elle sera présente sur GitLab. Parfait. Donc, la première chose que l'on va faire, on va aller mettre à jour une partie du code qui va nous être très pratique, qui est le repository. Et on va aller écrire une petite requête qui va simplement nous retourner les 3 dernières peintures et les 3 derniers articles. Comme ça, on pourra très facilement réutiliser ça plusieurs fois si on en a besoin, de dire, on appellera, hop, donne-moi tout de suite les 3 dernières peintures, et directement, on pourra le faire. On n'aura pas besoin de réécrire à chaque fois ce petit bout de code, donc ça va être très pratique. Donc pour ça, on va dans Repository, on va commencer par les peintures, et ici, on va venir écrire une petite fonction qui va nous permettre juste de retourner les 3 dernières peintures. Donc comme d'habitude, je vais aller copier-coller le code et puis on va le commenter ensemble. Donc le petit bout de code, hop, je le copie et je le colle ici. Donc qu'est-ce que l'on fait? Vous allez voir, c'est très simple. On fait une public function que j'appelle le last three, les 3 dernières, et on fait la petite commande. Donc qu'est-ce que l'on fait? On lui dit, tu vas ordonner ça par les ID de façon décroissante. De cette façon, on aura les 3 dernières, puisqu'on est décroissant, donc on aura d'abord les 3 dernières, donc ce qu'on a dit le plus élevé. On lui dit que tu retournes maximum 3 résultats. De cette façon, on n'en aura toujours que 3. Et ensuite, on fait la query et on récupère le résultat. Et donc, à partir du moment où on va appeler last tree sur peinture, on va automatiquement récupérer les 3 dernières peintures. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, il faut qu'on aille dans le contrôleur de la home page pour lui dire d'utiliser ces données-là, évidemment. Donc on va dans le Home Controller et c'est ici qu'on va utiliser ce que l'on vient d'écrire. Donc comme d'habitude, ça y est maintenant, je crois que j'ai plus besoin de le répéter, vous le savez, on va utiliser un petit bout de code que j'ai préparé à l'avance. Donc là on va faire le peinture repository, on va chercher notre fameux repository qu'on va stocker dans peinture repository et ensuite on va envoyer ça entre guillemets à la vue. Donc on va lui dire ici peinture avec un S, hop, et puis là on va utiliser notre fameux peinture repository et hop, notre fameuse fonction last three. Et donc là automatiquement on est en train de dire à notre vue, on t'envoie dans peinture les 3 dernières peintures. Donc logiquement maintenant il faut qu'on aille modifier notre template de la home page pour qu'il utilise ces 3 peintures. Alors rappelez-vous, on avait découpé notre home page en plusieurs fichiers, ce qui va nous être très pratique, c'est beaucoup plus lisible. Et donc on va modifier le fichier réalisation. Donc là, je vais faire comme d'habitude, je vais copier-coller le code et on va se le commenter. Hop, je vais chercher le code que j'ai préparé, hop, hop, et je le colle, pardon. Et on va rapidement l'expliquer. Qu'est-ce que l'on fait? Donc là, c'est juste, on prépare, c'est le haut de la page, voilà, le titre, dernière réalisation, une phrase qu'il faudra qu'on modifie avec le client, mais on verra ça ultérieurement. Et ensuite, et c'est là où on rentre dans la partie intéressante, c'est là qu'on va faire la petite boucle qui va récupérer les 3 peintures et qui va boucler. Donc en gros, on va boucler sur les 3 peintures et pour chacune des peintures, on va utiliser le petit style qu'on s'était fait la dernière fois, donc je ne vais pas forcément le réexpliquer ici. Ce qui est surtout important, c'est qu'ici, on va récupérer les variables à l'intérieur. Donc là, par exemple, le chemin vers l'image, ce qui est important pour l'afficher, le nom de la peinture, et ici, la peinture et la description. Et là, vous voyez que dans le code que j'ai copié-collé, on utilise un petit filtre spécial Twig. Et par défaut, vous allez voir que si je l'utilise tel quel, ça ne va pas marcher. On va avoir un joli message d'erreur qui va nous dire qu'il nous manque une extension Twig. Puisque pour cela, j'ai utilisé une petite extension pour avoir cette fonctionnalité qui permet de faire un truncate, c'est-à-dire qu'il va couper le texte au bout de 200 mots
qui va du coup à la suite de ces 200 caractères, on va dire, pardon, pas mots, 200 caractères, va mettre 3 petits points. Et là, c'est simplement une option pour lui dire, tu ne coupes pas au milieu d'un mot, tu vas jusqu'à la fin d'un mot. Donc ça, c'est simplement pour éviter, si jamais il y a une description qui fait 3000 mots, que ça vienne complètement nous éclater la mise en page. Donc on va utiliser cette petite fonction qui est offerte par Composer Require Twin String Extra. Donc cette petite extension, on va l'installer tout de suite en faisant un petit Composer Require, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on va réactualiser notre page et vous allez voir qu'on va avoir cette fois-ci, hop, on a bien nos 3 dernières réalisations qui proviennent directement de la base de données. On a ici un titre qui provient vraiment de la base de données avec un texte qui provient vraiment de la base de données, les dates qui proviennent de la base de données. En tout cas, voilà, ça y est, on a un contenu dynamique. Et donc, il faut que vous imaginiez que lorsqu'on aura mis en place un petit back-office pour que le peintre puisse publier lui-même les peintures, eh bien, il pourra, comme ça, automatiquement, le site se mettra à jour. Et il faut qu'on fasse, du coup, bien exactement la même chose pour les actualités. Donc, on retourne dans notre code. Regardez comme c'est pratique d'avoir découpé nos fichiers, c'est facile de s'y retrouver. Donc, vous vous en doutez, on va faire repository, blog post, et on va écrire à peu près la même petite requête qui va nous permettre facilement de récupérer les 3 derniers articles. C'est exactement la même chose que pour les peintures. Alors je pense qu'il y aurait même moyen peut-être de mettre en commun cette requête qui est très commune aux deux, mais bon, on va dire qu'on peut se répéter une fois, mais dès la deuxième fois, il faudrait réécrire le code. On ne va pas non plus être extrémiste, et là, on va aller des fois au plus simple. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait autrement. Je suis sûr qu'il y en a plein qui auraient trouvé plein d'autres astuces. Moi, je suis un éternel débutant, donc je suis ravi de toujours apprendre de la part des autres. Donc là, on fait exactement la même requête et on renvoie le résultat. Donc, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Eh bien, dans notre contrôleur, déjà, il faut qu'on aille chercher notre repository des blog posts. Donc, on va faire un blog post repository qu'on va stocker dans blog post repository. Jusque-là, rien de particulier. Et ici, on va l'envoyer ici. On va appeler ça comment? On va appeler ça blog post au pluriel. Hop, blog post au pluriel. Parfait. Et là, on va utiliser notre fameux blog post repository, last 3. Comme ça, on récupère les 3 derniers articles. C'est parfait. Hop. Et maintenant, vous vous en doutez, il faut qu'on aille modifier le template pour faire une petite boucle sur les articles. Et là, on est content d'avoir découpé notre home page en plusieurs fichiers, puisqu'il nous faut juste aller dans blog post. Et là, comme d'habitude, je vais vous copier-coller un petit bout de code. On va rapidement le commenter ensemble. Hop, je le colle ici. Et là, en fait, on fait exactement la même chose que pour les peintures. On fait une petite boucle sur blog post au pluriel, et puis on boucle dessus et on crée des petites cartes pour chacune des actualités avec le titre, le contenu. On utilise la même petite fonction truncate pour couper au bout de 150 caractères, mais on ne coupe pas au milieu d'un mot. On met 3 petits points après et on met la date de publication. Là d'ailleurs, je vois que j'ai pas mis la date, donc il va falloir qu'on modifie ici. Hop, donc la date c'était probablement blog post.created je pense que c'est ça. Et il faut formater la date, donc on va mettre la date comme ça, on va dire que ça va être jour, mois, année. Et là, on peut aller actualiser notre page d'accueil. Et on a effectivement nos articles qui proviennent de la base de données avec le titre, un extrait du contenu et la date de publication. Et voilà, c'est parfait. On a fait notre petite mission du jour. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, peut-être, avant de passer aux étapes suivantes, on va peut-être mettre à jour notre fichier README. On ne l'a pas fait tout à l'heure pour expliquer comment utiliser les fixtures. Donc, on va marquer ici, hop, on va rajouter une petite section sur la partie environnement de développement. Comme ça, on va marquer ajouter des données de test. Voilà, et on va simplement expliquer quelle est la commande à passer. De cette façon, le nous dans 6 mois sera bien content de retrouver cette commande.
Donc on va aller la chercher ici, hop, dans l'historique. C'était quoi la commande? C'était celle-ci. On va faire un petit copier-coller, hop, on met ça dans le README. Comme ça, on sera bien content de l'avoir. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vérifier nos fichiers, vérifier qu'on n'a pas créé de choses qui ne sont pas bien standardisées. Donc on va passer le petit PHP fixer. Pas de problème sur celui-ci, on va le faire sur une repository. Hop, est-ce qu'on a un souci ici? A priori non. Est-ce que sur peinture on a créé un souci? A priori on est pas mal. Donc maintenant on peut ajouter les fichiers, rajouter ça dans notre commits et on pourra faire ensuite une merge request. Alors, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler comme ça, on va dire quoi? Qu'on a fait... comment est-ce qu'on va l'appeler, ce petit commit? Ajout de 3 articles, hop, et 3 peintures sur la home page. Parfait. On commit et on push ça sur notre dépôt GitLab. Et comme d'habitude, on va aller voir sur GitLab que la pipeline s'est bien déclenchée et on va attendre qu'elle soit terminée avant de pouvoir faire notre fameuse merge request. Donc là, comme d'hab, je vais mettre la pause parce que ça prend, vous voyez, ça prend 2-3 minutes. Comme ça, ça vous évite de patienter pour rien. Allez, à tout de suite. Et voilà. Quelques minutes plus tard, pour vous c'est instantané, pour moi c'est 3 minutes et 3 secondes plus tard, la pipeline est terminée. Donc on va pouvoir faire la petite merge request de ce que l'on vient de faire. On va faire new merge request, on va choisir dernière peinture et article, on envoie ça dans master, parfait. On va documenter ça, donc on va marquer affichage des 3 dernières peintures sur la home page. On va marquer quoi? Hop. Et affichage des 3 derniers articles. Hop, sur la home page. Alors, il me souligne dernière. Et dernier, qu'est-ce qu'il dit? Ok, voilà. Je me la signe et on soumet la merge request. Comme d'hab, on approuve et on merge. Et comme ça, on est pas mal. Maintenant, on va répliquer la même chose localement sur notre poste, histoire qu'on soit propre pour la prochaine fois. Donc, rappelez-vous, je pense que maintenant, vous commencez un petit peu à connaître le workflow de travail, mais voilà, je vous le montre toutes les étapes à chaque fois. Il n'y a pas de surprise dans ce que je fais, mais c'est vraiment le workflow que j'utilise. Donc, au moins, l'idée de cette série, c'est d'être complètement transparent sur ma méthode de travail. Et comme ça, ça vous montre aussi une façon de travailler. Après, il y a forcément, j'imagine, plein d'autres façons de travailler, peut-être beaucoup plus efficaces. Mais en tout cas, moi, c'est celle que j'utilise et qui me permet de faire, qui me permet de bien m'y retrouver. Donc là, j'ai changé de branche, je suis sur Master. Je vais donc chercher la dernière version de Master qui contient tous les changements qu'on a fait avec un petit git pull. Parfait. Et on va supprimer la branche qui désormais ne sert plus à rien puisqu'elle est intégrée dans Master. Et de cette façon, on a un dépôt propre à la fois sur le distant et à la fois sur, sur notre poste. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il nous reste 2-3 petites bricoles à faire dans notre tableau de bord. On va glisser tout ce qu'on a fait aujourd'hui pour dire que c'est terminé. Et on va aller les lier au merge request pour qu'on puisse avoir un historique très clair de notre projet. Donc là, hop, on va attacher une merge request à la partie fixtures. Donc on va aller chercher, ajout de fixtures, hop. Comme ça, on sait que cette tâche est liée à cette merge request. C'est ça qui est super pratique, je trouve, avec ce petit power-up GitLab. J'en parle à chaque fois, mais je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Je trouve qu'il fait vraiment sens dans un projet de développement. Et ensuite, consulter les dernières actualités. Ça fait partie de la dernière merge request qu'on vient de faire à l'instant. Donc on le fait sur les 2 cartes qui sont concernées par cette merge request. Voilà, hop. On va la chercher et c'est parfait. Donc, il nous reste à faire quoi? Il nous reste à préparer ce que l'on va faire la semaine prochaine. Ce que l'on va se faire la semaine prochaine, c'est de créer les pages pour afficher les peintures et afficher les actualités. Donc, c'est des cartes qu'on n'avait pas forcément identifiées, mais ce n'est pas un souci, on peut la créer à ce moment-là. Et donc, on va faire afficher toutes les peintures. Voilà, donc c'est afficher toutes les peintures. Donc on va dire qu'on est en tant que visiteur, je veux afficher toutes les
peintures. On va se mettre ça comme ça, toutes les peintures. Et alors moi j'ai échangé avec le client. Lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait 6 peintures par page. Donc une pagination. Voilà. Comme ça au moins on sait ce qu'on a à faire la semaine dernière. La semaine prochaine, on aura à mettre en page une petite page qui affiche 6 peintures. On verra la mise en page qu'on choisit et on mettra en place une pagination. Parfait. Donc ça doit être fait et c'est à destination des... Est-ce qu'on a un truc visiteur? Oui, on avait créé un visiteur. Parfait. Et on va se faire la même chose. Hop, afficher. Hop, afficher toutes les actualités. Donc c'est exactement le même principe. Actualité. Voilà. Et on vient expliquer ici qu'en tant que visiteur, je veux afficher toutes les actualités. Et pareil, 6 par page plus pagination. Voilà. Donc vous voyez, même si on n'avait pas tout décrit au départ, c'est pas un problème. C'est pas un souci. Vous voyez, on peut facilement venir d'une fois sur l'autre, à chaque itération, venir rajouter un petit peu des choses qu'on aurait oubliées. C'est pas un problème. Si on l'avait identifié dès le départ, ben, tant mieux. Ça aurait été très bien, mais là au moins, voilà, on sait que pour la semaine prochaine, on va se focaliser sur ces 2 parties qui vont être très intéressantes puisqu'on va du coup mettre en place de la pagination, refaire un petit peu de mise en page. Donc on avance comme ça dans notre projet. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le superbe, magnifique petit pouce bleu qui vous prendra à peine une petite seconde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et alors surtout n'oubliez pas de laisser des commentaires parce que je me fais un régal de lire vos commentaires, d'y répondre. C'est vraiment passionnant de lire tous vos commentaires, vraiment je me régale. Écoutez, voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Elle dure 40 minutes, c'est bien, c'est un bon format. Peut-être des fois il y en aura des plus longues, peut-être des plus courtes. C'est le mystère de la série puisque quand je tourne cette vidéo, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir de cette série. J'avance presque en même temps que vous dans cette série et c'est ça qui est super cool à produire. Mais écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, fin de nuit, bon courage aux insomniaques et je vous donne rendez-vous samedi prochain, 9 h. Ciao!